Bonjour, c'est le moment de lecture à voix haute. Aujourd'hui, je vous ai choisi un livre de Fred Bernard et François Roca, L'homme bonsaï. Donc, je vais faire la petite manipulation pour vous amener jusqu'au livre. Vous avez le temps de vous installer bien dans vos fauteuils, de préparer vos oreilles et vos yeux, et je vous amène à L'homme bonsaï. Édité chez Albin Michel Jeunesse. L'homme bonsaï. Des branches, un tronc, la mer, un tronc, des branches. Voilà qui défilait devant nos yeux, de haut en bas, de bas en haut, au rythme de la houle, entre les rafales salées, les déferlantes, le souffle de la tourmente, le brouillard liquide, entre le vacarme de l'océan et celui du ciel, un arbre gigantesque nous narguait. Tous réunis sur le pont du Narval, tous loin de chez nous, loin des nôtres, à 100 000 miles de la terre la plus proche, perdus au cœur de la plus grosse tempête que j'ai connue. Nous montions quand l'arbre s'enfonçait. Il s'élançait vers la foudre tandis que nous retombions dans le creux de la vague vertigineuse. La mer, un tronc, des branches, un tronc, la mer. Il ne s'agissait pas d'une hallucination collective. En vérité, je vous le dis, même si mes hommes et moi étions épuisés, même si l'air était empli d'eau, d'électricité et de furie, nous ne rêvions pas. Le capitaine O'Murphy frappa la vieille table de bois d'un poing rageur, renversant son verre de rhum. Les derniers clients du homard manchot patibulaire restaient suspendus aux lèvres rouges et Jersey qu'entourait une broussailleuse barbe rousse. La flamme de la lampe et les pupilles du capitaine O'Murphy tremblaient, et un nuage dans ses yeux obscurcit le bleu de son âme. Il se leva, portant son ombre jusqu'au seuil de la porte franchie, voilà des heures à la nuit tombante. Inutile que je continue si vous ne me croyez pas. Inutile que je perde mon temps. Inutile que je reste ici 1 minute de plus. Dans le lourd silence du homard manchot, O'Murphy se rassit. Seul respiraient les bruits assourdis du port, discrets et polis. Le capitaine reprit le cours de son récit. Arbre à tribord. Après le passage du typhon, sur la mer au petit jour se découpait la silhouette d'un navire arborescent. Planté dans la coque d'un vieux vaisseau, enchâssé entre les mâts brisés et les cordages, se dressait un arbre superbe et fier. Les hommes du Narval plissaient les yeux sur le majestueux végétal quand le capitaine O'Murphy ordonna que l'on mette une chaloupe à la mer. C'était le matin du 24 avril 1894. Les mouettes suspendaient leur vol. 2 matelots suivirent le capitaine sur le pont du vaisseau, jusqu'au pied de l'étonnant voyageur. Les racines de l'arbre plongeaient dans les entrailles du bateau et avaient depuis longtemps soulevé et vrillé planches et madriers. Les branches avaient arraché les vergues, tranché les haubans et s'élancé vers le ciel immense. Le capitaine s'interrogeait en silence. « Enfin, vous voilà. Qui que vous soyez, vous êtes bienvenus, » dit l'arbre. O'Murphy recula. Les 2 matelots auraient eu tôt fait de rejoindre la chaloupe si le capitaine ne les avait pas retenus. « Qui se cache ici? Qui commande ce jardin flottant ?» Les 3 hommes firent 3 fois le tour du tronc, visitèrent les coursives du vaisseau où couraient les membres noueux de l'arbre. « Je suis seul à bord, » dit l'arbre. « Enfin, nous sommes 4 à présent, et voilà bien 200 ans que je n'ai pas reçu de visite. » Ce jour-là, le jour de l'arbre, le capitaine O'Murphy crut qu'il avait perdu la raison ou la vie pendant la tempête. Dans quel monde les arbres parlaient-ils?
Sur quelle mer du globe les arbres naviguaient-ils sur des vaisseaux du XVIIIe siècle? Je vous dois quelque explication, si je ne peux pas vous voir fuir mon vaisseau fantôme, dit l'arbre. Sortez donc un fauteuil du carré des officiers et installez-vous confortablement, capitaine. J'ai une requête, mais avant, je vous prie de renvoyer vos hommes et votre chaloupe. Il est préférable pour eux que nous restions seuls. Allez chercher 3 fauteuils, dit le capitaine à ses 2 matelots, et il renvoya la chaloupe. Je préfère garder avec moi 2 témoins. C'est la première fois qu'un arbre m'adresse la parole. Je ne voudrais pas être pris pour un fou. Comme vous voudrez. Après tout, cela n'a aucune importance pour moi. Le capitaine prit place devant ces 2 hommes, et jambes croisées bourra sa pipe, tête levée vers la cime de l'arbre, comme pour parler à un géant. Eh bien, je m'appelle Amédée. Mon patronyme ne vous dirait rien. Amédée. L'arbre marin, donc, lança le capitaine, en se tournant vers les matelots, un sourire crispé barrant son visage. O'Murphy savait maintenant qu'il ne rêvait pas. Ces 2 marins ahuris entendaient l'arbre eux aussi, souriaient de la situation sans pipe et mots. Le capitaine jeta un œil au narval où brillait le vert des longues vues. Il les rassura d'un signe. D'abord, j'étais Amédée le potier. J'exerçais ce noble métier de la terre avant d'être enrôlé sur les mers. Ensuite, on m'enivra, on m'arracha à mon tour, et pour tous les miens, je disparus à jamais. O'Murphy soupira et souffla une bouffée de sa pipe par les narines. Les histoires d'embarquement forcé ne le passionnaient pas. Et surtout, il ne voyait pas le rapport entre l'arbre et le potier. J'ai dû tant bien que mal partager la vie et le travail des marins au long cours. Tandis que notre bateau de commerce reprenait la route de mon beau pays, des pirates nous ont attaqués. Ils massacrèrent ceux qui résistaient et prirent les autres avec eux. J'étais de ceux-là. Très vite, je regrettai mon choix. Cette brute de capitaine Strock et son équipage de chiens me désignèrent immédiatement souffre-douleur. Tous aboyaient après moi chaque jour que Dieu faisait. J'étais accusé de tous les maux de la mer. Ils m'injuriaient, ils me frappaient. Pour un larcin que je n'avais pas commis, ils me mutilèrent avant de me surnommer 4 doigts. Sans personne pour me soutenir, ni à qui me confier, je me tairais, plein de peur et de colère, attendant le moyen de fuir et de me venger peut-être. Un jour, le capitaine Strock m'accusa à tort d'avoir tranché la gorge du quartier-maître. J'avouai pour en finir, espérant que l'on me passerait la corde au cou. Strock manqua à me tuer de ses propres mains et décida finalement de m'abandonner sur la première île déserte. Après un mois à fond de cale, on me jeta sur une plage avec un fusil, un peu de plomb, une poire à poudre et un tonnelet d'eau. Bien que soulagé, je pleurais de rage. Strock et ses pirateries me maudissaient en me souhaitant bonne chance. Perdu en mer de Chine, seul sur un rocher que surplombait un arbre colossal, je me mis en quête de ravitaillement. Je trouvai une source claire, dénichai des oiseaux, pêchai des ormeaux. De bateau à l'horizon, point. Je goûtais la paix retrouvée, sûr que l'on finirait par me tirer d'affaire. C'était sans compter l'arbre. Le capitaine O'Murphy serra les dents sur sa pipe et se retourna encore une fois. Ces 2 hommes étaient toujours là, le narval aussi. Un jour que je passais sous l'arbre géant de mon île, quelque chose tomba dans mes cheveux collés par le soleil et le sel. Je glissai mes doigts dans ma tignasse et continuai mon chemin. Je cherchais du bois mort pour le feu que j'allumais chaque soir. À la tombée de la nuit, ce quelque chose s'était incrusté dans ma tête. Quelque chose que je ne pouvais retirer de mon cuir chevelu sans faire couler le sang. Je grattai cette petite bosse que je pris d'abord
pour une écharde. Le lendemain, une graine avait germé et une plante minuscule déployait 2 feuilles. J'essayai de l'arracher avec la lame de mon couteau, en vain. De mes ongles noirs, j'effeuillai la mauvaise herbe, mais elle repoussait, toujours plus vigoureuse. Tout ce que je mangeais semblait nourrir la plante. Le petit arbre prenait rapidement possession de mon crâne et faisait courir ses racines sous ma peau. Un à un tombèrent mes poils, mes cils, mes sourcils, mes cheveux. Et seul se dressait sur ma tête nue cet arbrisseau qui faisait de l'ombre et des désagréments. Comme habité par un ver solitaire, je me voyais maigrir, malgré de solides repas. Plus je mangeais, plus l'arbre grandissait et plus je faiblissais. À bout de force, j'essayais encore et encore avec mon couteau de couper l'arbre, d'extraire ses racines qui gagnaient à présent mon cou et ma nuque. Je m'effondrais inanimé. Combien de temps? Je l'ignore. Un bateau est arrivé. Celui du capitaine Strock? Demanda Murphy, se tortillant dans son fauteuil vermoulu. Non, une jonque. Des pirates chinois accostaient l'île avec l'intention d'y cacher leur butin. Ils me trouvèrent dans le sable à demi-mort, mon arbre sur la tête. Ils me prirent à leur bord et me soignèrent. Le plus vieux se présenta avec de petits outils sombres et tranchants. Méticuleusement, il commença à tailler l'arbre jour après jour. L'équipage chinois me visitait avec respect tandis que je reprenais des forces. Je pensais que les pirates de la mer de Chine ne faisaient jamais de prisonniers, lâcha le capitaine O'Murphy dans le vent léger. L'arbre frissonna. Vous ne comprenez pas, capitaine. Je n'étais pas leur prisonnier. J'étais un butin. Ils prenaient grand soin de moi. J'avais la plus belle cabine de la jonque et ils m'y gardaient à l'abri des abordages et pendant les escales. Je ne m'en plaignais pas. Ils me nourrissaient de mes délicats. Ils me couvraient des plus belles étoffes. Le vieux chinois m'effeuillait, m'ébourgeonnait, m'ébranchait, m'écimait, m'éclaircissait, m'écorçait, m'élaguait. À mesure que l'arbre se tordait, se pliait, un bien-être infini m'emplissait, une force colossale. La sérénité, la puissance de l'arbre passait en moi, gonflant mes tissus, bandant mes muscles. Mes sens s'aiguisaient, mon acuité grandissait. Stupéfait, je vis lentement repousser mes doigts tranchés. Si je ne comprenais pas leur langue, je savais que les Chinois ne s'intéressaient pas à Amédée, mais au phénomène. Ils m'admiraient et me craignaient. Quand le vieux Chinois entra dans ma cabine, un sabre étincelant à la main, je ne m'inquiétais pas. Il passa ses doigts sur mon visage, fermant mes paupières. D'un coup, je sentis l'éclair glacial de la lame. J'ouvris les yeux sur mon ventre. Aucune douleur. À l'instar d'un couteau qu'on aurait posé sur ma langue, je ne sentis que le froid du métal dans mes entrailles. Le vieux Chinois tenait le manche et souriait. Je lui rendis son sourire et il retira la lame de mon corps. La plaie se refermait lentement, tandis qu'un liquide incolore et visqueux s'en échappait. Pas de sang, de la sève, pas de vilaine croûte ni de cicatrice, mais une légère scarification. Un rire énorme et caverneux monta dans la cabine. Pour la première fois depuis longtemps, je riais. Le vieux Chinois, satisfait, me fit signe de le suivre sur le pont où l'équipage était rassemblé. Il fallait 10 hommes pour hisser la grande voile. Je dus la hisser seul. On me demanda de soulever un canon. J'en soulevai 2 à bout de bras. Je fis tournoyer l'ancre au bout de sa chaîne. Elle creva les os à une encablure. Je la ramenai à moi comme un enfant tire un jouet à roulettes. Je riais et les Chinois exultaient.
Ils organisèrent une fête à bord avec feux d'artifice, lampions et pétards. Je caressais doucement le feuillage de mon arbre, sous la lune, quand le vieux Chinois s'approcha et lâcha « À présent, vous êtes prêts ?» Le capitaine Murphy, la main sur le ventre, se retourna vers le narval. On y avait allumé les feux car le soleil déclinait déjà. Ces deux hommes s'étaient assoupis dans leur fauteuil Louis XV. « Imbécile !» grommela-t-il. Il les réveilla d'un coup de casquette sur les genoux et la revissa sur sa tête. « Pensez à vos enfants quand vous leur conterez cette histoire, bon Dieu !»« Ils ne me croiront jamais !» dit l'un. « Je n'ai pas d'enfants !» dit l'autre. Les deux marins se redressèrent pourtant et le capitaine soupira. « Excusez-les, la tempête de la nuit dernière les a rincés. Ainsi alors, le vieux Chinois parlait votre langue ?»« Malin le vieux, reprit l'arbre, et très pragmatique. Il me proposa un marché. Dorénavant, je participerai aux attaques et divers abordages, offrant ma force herculéenne, en échange de quoi il continuait à entretenir savamment la taille de mon arbre et ma vie qui en dépendait. Ce marché n'en était pas un. J'étais considéré et traité comme un trésor vivant. Les pirates chinois m'initièrent aux arts martiaux et cédaient à tous mes caprices. Je répartissais les tâches et les richesses. Je choisissais notre destination, les menus et les femmes que nous laissions monter à bord. J'organisais les bamboches. L'on mit à ma disposition tours de potier et bonne terre. Je retrouvais ainsi l'âme aidée d'antan. J'acquérais les techniques asiatiques. Je maîtrisais rapidement leur art et tournais des pots et des bols pour le plus grand bonheur de l'équipage. En compagnie des Chinois, je me payais du bon temps. Nul ne résistait aux abordages, et bien souvent, les vaisseaux attaqués se rendaient à ma seule vue. Plantés droit, à la proue de notre jonque, bras croisés, mon petit arbre dans le vent, je les interpellais d'une voix tonitruante, les sommets d'affaler la toile. Lors des combats, je me lançais le premier dans la bataille. Les plombs et les lames ne m'arrêtaient pas. Je me battais avec rapidité, légèreté et souplesse, broyant tout et tout sur mon passage, terrifiant ceux à qui nous laissions la vie, afin qu'ils colportent la légende de l'homme bonsaï. Après chaque lutte, mes plaies se refermaient doucement, froides pour les lames, chaudes pour les plombs. Le vieux Chinois me tatouait sur la peau des prières et des poèmes guerriers. Qui triomphe de son ennemi est fort, mais qui triomphe de lui-même possède la force. Tout mon corps en fut bientôt couvert, me rendant plus effrayant encore. Sur ma tête chauve trônait mon puissant petit arbre de vie. Je me trouvais beau, indestructible. « Capitaine, regardez ce que j'ai trouvé !» Un des matelots, qui s'était levé pour ne pas s'effondrer de fatigue, rapportait sur un plateau d'argent noirci 3 verres de cristal gravés et une bouteille sans âge. « Oh le bonheur !» s'exclama Murphy. Et les 3 hommes firent salon au pied de l'arbre conteur. « Vous avez de la chance, » dit l'arbre. « Oh, dis, tu as l'air d'en avoir bien profité, » rétorqua un matelot. L'arbre se mit à vibrer, secouant le vaisseau tout entier. Il lança avec une puissante voix d'outre-tombe. « J'aimerais plus d'attention et de respect à l'aube de ma dernière heure. » Recroquevillés au fond de leur fauteuil, leurs verres tremblants à la main, les 2 matelots baissèrent les yeux. Dans un souffle, l'arbre gronda. Sur fond noir, je le reconnus immédiatement. Le chien blanc, avec sa grosse tête de mort, tenant dans ses crocs un poignard. Le pavillon du capitaine Strock. L'heure de la vengeance avait sonné. J'ai hurlé qu'on rattrape le vaisseau qui nous ayant aperçu filer sous le vent, toute voile dehors. Une lunette nous renvoyait de rapides éclats, et je sus qu'il m'observait. Il tremblait le chien, fuyant la jonque de l'homme bonsaï. Il gueulait ses ordres, trop tard. Quand nous fûmes assez près, il reconnut Amédée. Il sut qu'il allait mourir. « 4 doigts !
Oh, vieux frère, c'est bien toi. T'es vivant, ça fait plaisir, il y a si longtemps. Je tendis les bras et déployai mes 10 doigts devant son visage décomposé. Il s'empara d'un fusil chargé jusqu'à la gueule, visa la poitrine et les plombs brûlants, frappèrent ma chair tatouée et tombèrent sur le pont. Nom de Dieu, Amédée, je t'ai appris le métier. Tu peux pas me tuer. Je t'ai épargné, souviens-toi, Amédée. Je restai muet comme un arbre. D'un bond, je fus dans sa mâture. Je déchirai son pavillon en menus morceaux. Branle-bas de combat pour les hommes du capitaine Strock. Les uns faisaient feu sur moi, les autres, sabre au poing, me rejoignaient dans les haubans. Un à un, je les jetai à la mer. Suivant mes instructions, la jonque filait à mes côtés et les Chinois accoudés à tribord miraient la scène en silence. Je me laissai tomber sur le pont, face à Strock. Il fit un pas en arrière, planta son sabre dans mon ventre et connut l'émoi du vieux Chinois, le sourire en moins, la peur en plus. Strock courut se réfugier dans sa cabine en criant à ses hommes de m'achever sur le champ. En un tour de bras, je les balançai tous au requin, et sans plus attendre commençai de démonter ce maudit bateau qui avait gâché la vie d'Amédée le potier. Méthodiquement, je jetai à la mer les vergues et les mâts, les voiles et les haubans. Je fracassai les balustres et les coursives. Je fis voler les canons et les boulets. Je tordis l'ancre et brisai sa chaîne. Le capitaine Strock attendait la mort et observait Amédée, le 4 doigts, transfiguré par l'arbre, détruire son fier vaisseau pièce par pièce. J'entrepris de l'effeuiller planche à planche, de l'éclaircir clou par clou, tandis qu'à l'intérieur pleurait et suppliait le capitaine Strock. Je le regardais geindre par le hublot et pensais au plaisir de le broyer de mes mains. Il fixait l'arbre sur mon crâne. Je souris devant sa grimace. Il ne restait bientôt plus rien de la cabine autour du capitaine Strock, prostré, recroquevillé, la tête dans les mains, petit rat apeuré sur un pont dévasté. J'étais debout dans la lumière et lui gisait misérablement dans mon ombre. Je fis signe aux Chinois d'envoyer les grappins. Les 2 bateaux se touchaient. Je sautai dans la jonque et, en demandant à mes hommes de l'achever sur le champ, le vieux Chinois traduisit mon ordre et ils se ruèrent sur le capitaine Strock. Le capitaine O'Murphy et les 2 marins blêmes se taisaient. Ne courait-il pas un réel danger à écouter cet arbre dont ils ignoraient les sens et qui s'appelait Amédée le potier? À l'approche de l'hiver, je m'inquiétais. Non, mes feuilles ne tombaient pas ni ne jaunissaient. Mon petit arbre rayonnait de santé, alors que je commençais à souffrir dans ma chair. D'abord, je ne prêtais pas attention, trop occupé à savourer ma victoire et à jouir de la vie. Les attaques succédaient aux abordages, les festins aux banquets. Bientôt, je ne pus plus ni manger ni boire comme les Chinois sans être assailli par de terribles crampes. Mes muscles se contractaient, durs comme du bois. Mon dos me brûlait. Chaque mouvement provoquait de vives douleurs. Seuls les talents de 3 masseuses expertes soulageaient mes maux. Le vieux Chinois me mit à la diète, un peu de terre et de l'eau. Les crises s'espacèrent et je commençais à prendre du plaisir à voir Amédée le potier ingurgiter à la baguette de la terre humide dans ses bols délicats. J'en goûtais les différentes saveurs, terre du continent, terre des îles de mer de Chine ou du Pacifique. Les courbatures et les inflammations calmées, mon cœur espacait ses battements. Malgré les prescriptions du vieux Chinois, j'étais nerveux avant les combats, diminué pendant, épuisé après. Je restais allongé des jours durant. Le vieux Chinois m'enchevait. Je sentais venir la fin. Un matin de mars, je fus réveillé par les derniers vacarmes d'un combat auquel je n'avais pas été convié. Je m'étais rendormi lorsque le vieux Chinois vint, une fois encore, tailler mon petit arbre. Les hommes m'attendaient, rassemblés comme au premier jour sur le pont.
ont dû me porter. À la jonque était amarré un grand vaisseau de commerce, un de ces navires qui transportaient les épices des arbres exotiques vers la ville Europe. Son équipage avait été massacré et les Chinois avaient jeté les peaux et les jeunes arbres par-dessus bord. Seule la terre avait été conservée et soigneusement étendue à fond de cale. Le vieux Chinois dit « À présent, vous êtes prêts pour le dernier voyage et votre bateau est avancé. » Un trou fut creusé dans la terre du tombeau. Je ne posai aucune résistance. Quand on tassa soigneusement la terre sur mes épaules, je me tenais debout, enseveli jusqu'au cou. Le petit arbre et moi fûmes parcourus d'un long frisson, lorsque les Chinois nous saluèrent respectueusement avant de quitter le navire et de trancher les amarres qui nous liaient à la jonque. « Cet arbre, c'est vous, Amédée le potier ?» Le capitaine s'était approché et avait posé ses 2 mains à plat sur l'écorce. Puis il colla sa poitrine et une oreille sur le tronc énorme. Il lui sembla qu'un lent battement, sourd et régulier, résonnait à l'intérieur. « Que puis-je faire pour vous, Amédée ?» « Quel âge avez-vous, capitaine ?» demanda l'arbre. « 57 ans. Et vos 2 matelots, ils n'en ont pas 20. À 20 ans, on ne peut pas savoir ce que sont presque 60 années de vie. J'en ai plus de 200, et mon âme ne peut le supporter. Amédée ne peut plus penser ni songer, gère sans attache. Depuis 2 siècles, bercé par la respiration de la mer, je compte sur les tempêtes pour en finir. À chaque orage, je tends mes branches aux éclairs dans l'espoir d'être foudroyé. S'il vous plaît, mettez le feu à ce vaisseau. Je veux brûler tout entier, capitaine. » Les 3 hommes se recueillirent au pied de l'arbre avant de quitter le bateau fantôme. Ils ne sentirent pas 3 petites graines leur tomber sur la tête. Le capitaine O'Murphy appela la chaloupe et ils regagnèrent le narval. « Mon équipage et moi, nous avons longtemps regardé l'arbre en feu. Les flammes léchaient la ramure et envahissaient le vaisseau tout entier. Je donnerai l'ordre de hisser les voiles. » Le narval reprenait sa route tandis que sombrait lentement l'arbre. Sans moi pour vous le conter, la vie de l'incroyable destin d'Amédée le potier serait partie en fumée. Les clients du homard manchot, abasourdis, regardaient le dos du capitaine O'Murphy, debout face à la fenêtre et à l'aube naissante. Souriant, il se retourna, son verre de rhum à la main. Le narval mena sa cargaison de thé à bon port, mais les 2 matelots, qui comme moi avaient écouté l'histoire d'Amédée le potier, ne touchèrent jamais la terre ferme, à cause d'un petit arbre qui leur poussa chacun sur la tête et que je ne réussis pas à tailler convenablement. Je ne suis pas chinois, et si je vous parle aujourd'hui de cet arbre, dit O'Murphy en tapotant sa casquette de la main, c'est que les mauvaises graines s'attaquent aux matelots, pas au capitaine. Et voilà l'histoire de l'homme bonsaï. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à tout bientôt.